Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui de Horns, nouveau film réalisé par Alexandre Aja avec Daniel Radcliffe et Juno Temple dans les rôles principaux, et également accompagné de Max Minghella, Joe Anderson, Kelly Kinnear, James Remar, Caitlin Quinlay, Heather Graham et David Morse. L'histoire de Ig, un jeune homme qui vit dans un petit patelin complètement paumé au fin fond des États-Unis, qui est amoureux fou d'une certaine Marin. Alors c'est écrit M-A-2-R-I-N, donc c'est pas comme Marine français, mais on va l'appeler Marine, qui le connaît depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 8-10 ans, quelque chose dans ce genre-là, qui est une jeune fille très pure, très angélique presque, et le film commence alors que le personnage se réveille ivre-mort. Sa copine a été retrouvée morte, assassinée. Il est le suspect principal et, à vrai dire, unique. Les flics sont persuadés qu'il s'est confessé alors qu'en fait, il disait autre chose. Bref, il se retrouve dans la merde et l'être le plus cher qu'il avait au monde a disparu. Tout le monde le croit coupable dans la ville. Et un matin, pour finir de lui mettre les pancartes coupables sur la tête, le mec voit lui pousser deux cornes diaboliques qui se mettent à sortir. Et qui ont un effet particulier sur tous les gens que Iggy rencontre, c'est que ces cornes permettent aux gens de laisser aller leur part la plus sombre, leur part la plus horrible, la plus diabolique entre guillemets, la plus amorale. En gros, voilà, tout ce qu'on garde enfoui au fond de nous et qu'on ne sort pas parce qu'on a une morale et on essaie de suivre une vie à peu près correcte, avec laquelle on peut vivre décemment, enfin avec soi-même, et qu'il a du coup sortent immédiatement quand il s'approche et qu'il parle avec eux. Alors j'en attendais beaucoup parce que j'avais vu la bande-annonce et la bande-annonce m'avait vraiment mis hype. Les scènes que j'avais regardées m'avaient vraiment paru intéressantes. Au final, ce n'est pas une déception. C'est plutôt sympa et ça offre ce que ça promet. En revanche, le film lui-même est plutôt inégal. C'est-à-dire qu'il y a du bon et du moins bon, et ça se côtoie très très près dans le film. Ce qui fait qu'au final, je suis pas en admiration. C'est manifestement un film qui a encore des défauts, et un petit nombre de défauts quand même. Le principal étant l'écriture, parce que autant le sujet de base est absolument génial, et il y a des scènes qui sont vraiment intéressantes et qui sont très étonnante parce que justement cette morale n'est quasi jamais adaptée dans les films actuels. Et donc là, ça surprend de la voir. Pour le reste, c'est tellement hollywoodien comme écriture que j'ai spoilé la scène de fin à mon pote avec qui j'étais au cinéma. C'est à 2 secondes qu'elle se produise, mais je lui ai dit, oh bah oui, c'est évident, il va se passer ça. Et il m'a regardé, quoi? Mais pourquoi tu me dis ça? Je suis désolé. Donc du coup, voilà, c'est tellement cliché. Oui, clichésque. Je pense pas que ça existe, mais c'est tellement clichésque que j'ai vu venir les résolutions et ce qui était le plus évident assez rapidement, ce qui m'arrive assez peu puisque je suis con à la base. Donc du coup, voilà, c'est pour que j'en arrive à là, c'est que c'est quand même c'est très 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 hollywoodien. C'est-à-dire que c'est pas un cliché, c'est pas ce qu'on voit dans tous les films, mais une écriture de scénario hollywoodien voudrait que ça se finisse de cette façon-là ou que ça aille dans cette façon-là. Ce qui est un petit peu emmerdant. D'un autre côté, il a cette originalité que c'est pas un film avec une scène de fin qui explique tout. Il y a plusieurs intrigues en fait. À la base, on essaie de savoir déjà qui a tué la copine de Iggy, mais une fois qu'on progresse dans cette histoire-là, on a une deuxième question qui se pose et qui amène une réponse. Et une fois que la réponse à ces deux histoires est trouvée, on a aussi la question de comment ça se finit pour tous les personnages. Qu'est-ce qui se passe pour les personnages qui sont concernés, pour les personnages qui ne sont pas concernés, pour les personnages centrales. Il faut donner une fin et un aboutissement à leur parcours. Ce qui est très hollywoodien. Ce qui implique d'ailleurs une dernière scène, vraiment la toute dernière scène qui est pas terrible. Enfin, vraiment très très basique, pas très cohérente et pas spécialement esthétique ou sympathique. Donc du coup, voilà, le film met beaucoup de temps à démarrer. Je trouve que le début est assez laborieux, ne serait-ce que parce que le début, l'acteur nous présente en particulier l'amour entre Iggy et Emerin,
Marine, parce que Mérine, ça ferait un truc bizarre entre Iggy et Mérine. Entre Iggy et Marine, et c'est si vous n'avez pas supporté le couple Peter Parker et Gwen Stacy dans les derniers Spider-Man, vous allez détester, je pense, le début de Hans. Le début en tout cas, parce que après ça part complètement dans autre chose. Mais le début en tout cas est très comme ça. C'est intéressant parce que le film en fait mélange plusieurs registres, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un léger côté teenage movie quand même. Ils ont pas l'âge des teenagers, je pense qu'ils ont la vingtaine, petite vingtaine, base de vingtaine, mais il y a un petit côté teenage movie. En même temps, il y a ce côté film de, comment dire, pas religieux, mais peut-être film de monstre à la limite, ou film d'horreur, film hanté, enfin quoi, histoire de maison hantée, de démons et de choses dans ce genre-là. Il y a en même temps un côté comédie très très franche, un peu potache même, et assez débridé, ce qui est plutôt intéressant. Mais c'est vrai que le côté débridé se voit plutôt quand le film est en mode comique et horreur. Après, ça devient un peu plus larmoyant et dramatique, et du coup, c'est un peu moins intéressant, un peu moins fascinant. Mais du coup, ce mélange des genres est assez intéressant, c'est quelque chose qu'on voit assez peu. Et du coup, je trouve que ça rend plutôt bien dans celui-ci. Le mélange est plutôt équilibré. C'est juste qu'il y a certains genres qui, du coup, amènent forcément le film dans un univers qui, avec ce côté horreur, paraît un peu trop gnangnan et un peu trop parfait et poétique. Donc voilà, c'est un petit peu le souci au niveau de l'écriture concrète du truc. Passage sur Daniel Radcliffe, c'est la première fois que je le vois jouer autre chose que Harry Potter. Alors c'est pas la première fois que je le vois jouer autre chose, c'est pas la première fois que je le vois dans un autre rôle. C'est la première fois que je le vois jouer un autre personnage qu'Harry Potter. C'est la première fois que je le vois avoir une interprétation et faire une recherche de personnalité un peu différente, d'essayer de poser sa voix différemment, d'avoir une autre façon de répondre, de gérer le rythme de ses phrases. Vraiment aller dans la peau d'un autre personnage, quoi. C'est discret, mais c'est là. Donc c'est intéressant. Et ça montre que Aja a plutôt bien bossé pour le coup. D'ailleurs, en parlant de lui, niveau réalisation du coup, il y a du lourd et du moins lourd. Il y a des trucs qui vont être très visibles, comme le premier plan du film, c'est un plan où la caméra commence au ras du sol, mais à l'envers. Donc ça passe au ras du sol et ça se relève pour faire une espèce de boucle au-dessus du personnage et arriver tout droit ensuite. Enfin voilà, il y a tout un truc comme ça que moi je trouve magnifique et très esthétique et qui me plaît beaucoup, qui a beaucoup de sens en plus, mais qui est effectivement assez grossier, assez évident. Mais c'est pas un mal. C'est Luc Besson, c'est que du grossier et de l'évident, donc heureusement que j'ai pas de mal avec le grossier et l'évident. Et des trucs un peu plus subtils, genre des scènes, par exemple des scènes de tension où d'un seul coup la lumière devient très rouge, où les décors sont très rouges, ou des choses comme ça, qui sont plutôt pas mal. Au niveau esthétique, au niveau mise en scène, il y a vraiment des trucs intéressants. Il y a une belle recherche. Il y a une scène de bad trip du frère de Iggy, je sais plus comment il s'appelle, mais la scène de bad trip est extrêmement bien foutue. Il y a beaucoup de choses qui sont très très belles. Il a remis, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est la musique qui est utilisée pour la bande-annonce de Rance Anyways, qui était, je sais jamais comment elle s'appelle, mais qui l'utilise à un moment avec où Daniel Radcliffe où Iggy commence à sentir les trucs un peu démoniaques qu'il y a en lui. Il y a toute une marée de serpents qui arrive vers lui. Il y a cette musique qui est derrière. Si vous la voyez, c'est une musique qui est très répétitive, qui est très très lancinante et qui prend vraiment la tête. Et au-dessus de tout ça, on a une très belle lumière. On a tous ces serpents qui sont au sol et qui montent sur la fourche du personnage et qui se mettent autour de son dos et tout. Enfin, c'est vraiment des très belles scènes, très très bien foutues, avec très grandioses, qui sont très belles. La scène de bad trip qui est magnifiquement bien filmée, qui est vraiment intéressante. Et alors c'est un putain de bad trip quand même que fait le mec. La meilleure scène pour moi celle avec les serpents était cool. Pour moi, la meilleure scène du film, c'est celle qu'on nous montre très rapidement dans la bande-annonce. À la fin de la bande-annonce, c'est celle des journalistes. Elle dure pas forcément très longtemps, mais elle est très très cool. En revanche, voilà, des scènes très très cool, des scènes qui sont un peu plus normales, un peu plus classiques, pas forcément très très très, très cherchées. Ce qui est intéressant, c'est dans le délire, avant d'arriver en revanche, c'est la musique. Ce qui est intéressant, c'est que le film
se lâchent et s'autorisent des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre on a tous eu dans une salle d'attente, dans un restaurant, dans un truc quelque part, une gamine qui est en train de faire un scandale, vous savez, les gamines de 8 ans qui sont en train d'avoir leur cri sur aiguille, qui font du en train de hurler comme ça, et la mère qui est à côté qui est en train de prendre son rouleau de PQ tranquillement et ça lui pose aucun problème parce qu'elle l'entend hurler depuis 10 jours, donc de toute façon elle a plus d'oreilles, et toi t'es à côté et tu dis t'es dans un lieu public, putain, enfin attention à ce qui est autour de toi, on n'est pas obligé de supporter les cris de ton gosse, bordel. Et là on a un film avec la nana qui lui fait mais ferme ta gueule à ta putain de mots, mais des trucs très sympas, des trucs très jouissifs qui sont assez sympas à voir enfin se produire sur l'écran, et un ton assez léger, assez libre. Les choses que lui disent ses parents, qui sont horribles, enfin qui sont vraiment les choses que les parents aussi, du coup les parents ne le détestent pas, ça rend pas les gens méchants, ça les pousse à dire tout ce qui est amoral et vicié en eux en fait, ou ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme vicié et amoral. Et du coup les parents se mettent à lui dire des trucs quand on est effectivement les parents d'un mec qui est accusé du meurtre de sa copine et qu'on connaissait depuis des années, etc., et dans des conditions assez violentes. Évidemment on a forcément des choses un peu voilà amorales qui viennent en tête et qui sont qui sont difficiles à gérer, et les scènes sont plutôt fortes parce qu'il les joue plutôt bien. Juno Temple est excellente, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la musique de ce film? Je n'ai pas compris, parce qu'à la base, la sélection de musique est intéressante, les musiques collent bien à chaque scène, mais il n'y a rien qui les lie entre elles. C'est vraiment une sélection très variée. C'est un moment, on a une scène de flashback où les gosses sont, où le personnage central sont plus jeunes, où ils ont donc 7-8 ans, ça veut dire qu'ils ont à peu près 10 ans de moins. Si on estime que le film est tourné dans les années 2000, ça veut dire qu'on est en 2003, 2000 machin. On a Ground Control to Major Tom de David Bowie. C'est bizarre, quoi. Enfin, oui, c'est un peu dans le passé, mais c'est pas à ce point-là dans le passé. Et en quoi est-ce que ça les marque à ce point-là? Alors oui, le gosse l'aime bien. C'est un peu cliché quand même de montrer ce truc-là, et c'est vrai que, enfin, comment dire, c'est un peu cliché de justifier la présence de la musique en faisant ah, j'aime bien ce groupe. Ouais, enfin en gros t'es le réalisateur, il voulait mettre cette musique dans ce film-là, d'accord, mais c'est aussi un challenge et c'est aussi quelque chose d'intéressant à travailler, de créer une cohérence musicale et de pas juste mettre le truc qui passe parce que ça passe bien. C'est quelque chose d'intéressant à faire avancer et à étudier, donc là vraiment il y a un défaut de cohérence. Il y a de la musique composée spécifiquement pour le film et de la musique préexistante, ce qui mélange un peu les deux et ce qui est un peu compliqué à gérer, parce qu'en fonction des scènes il va mettre certaines ou en fonction de certaines scènes il va en mettre d'autres, et c'est pas forcément cohérent d'une scène à l'autre, donc c'est un peu étrange. Et alors typiquement la scène des journalistes qui m'avait amené à dire le mais, la scène des journalistes, au-dessus de la scène des journalistes il met la reprise par Marilyn Manson de Personal Jesus, qui est une chanson que j'adore. Je trouve c'est absolument génial. Je trouve que ce remix c'est le meilleur remix que j'ai jamais entendu de ma vie. Et il la démarre, mais il la met pendant, je sais pas, 20-30 secondes, en mettant la fin de la chanson à la fin. La fin de la chanson, c'est d'un seul coup Marilyn Manson se met à chuchoter et fait un reach out and touch faith et machin, et la musique s'arrête tranquillement. Donc la musique démarre, juste un refrain vite fait, un petit truc rapide le temps que la scène passe. Il rentre dans un nouvel endroit enfin il marche, il passe par une porte. La musique s'arrête avec le truc de Marilyn Manson. Une nouvelle musique pour la nouvelle scène. La nouvelle scène se termine, et quand la nouvelle scène se termine, il ressort de la salle, et là, on reprend le refrain de Personal Jesus de Marilyn Manson, qui refinit à nouveau au bout de 10 secondes. Donc il y a une question de mesure et d'équilibre qui est pas bonne du tout, dans cette scène en tout cas, parce que, enfin, soit il fallait mettre Personal Jesus pendant toute la séquence, et juste la baisser un petit peu pendant qu'il est dans le bar, soit il fallait faire un choix clair de musique et s'arrêter à un moment. Mais là, du coup, il met les trois, même pas les deux, c'est les trois, parce qu'il la met une fois, il en met une deuxième, et puis il la remet une deuxième fois. Et du coup, ça crée un sentiment de bordel musical. On a l'impression que c'est un ado qui a fait un montage musical pour le lycée ou le collège, et qui a mis la musique qu'il avait envie de mettre, et qu'il a arrêté là parce que la scène devait s'arrêter là, mais qu'il a remis ici quand même parce qu'il voulait la remettre là, et effectivement, à côté pas travaillé, quoi, à côté pas étudié l'équilibrage de la musique. Pareil, une scène ils ont une cabane en fait au fond des bois. C'est d'ailleurs là qu'elle est retrouvée, sa copine Marine, oui Marine. Et il y a une scène où Marine et Iggy sont dans la cabane et commencent à se tourner autour quand ils sont plus jeunes, etc., quand ils commencent à coucher ensemble. Et on a une espèce de musique très lancinante, enfin de
des percussions cristallines, un truc un peu du xylophone, marimba, des choses dans ce genre-là, enfin du glockenspiel ou pas le marimba, c'est pas du tout une sonate cristalline, mais le glockenspiel c'est mieux. Mais donc des trucs très très éthérés, doux, très aériens, et en plein milieu de musique, mais vraiment en plein milieu de musique, pas un moment où la musique changerait, un moment où on arrive en fin de refrain, ou genre, en plein milieu de musique, quand les personnages s'embrassent, il y a une autre musique qui démarre, je crois que c'est une chanson de David Bowie d'ailleurs, mais alors c'est un cut, mais cut, quoi. On fait pas plus cut que ça, et au niveau musique, c'est extrêmement étrange. Je crois pas avoir vu ça dans un vrai film long métrage produit avec quelque chose de concret depuis, je sais pas, depuis qu'on monte en numérique, depuis qu'on a des tables de montage numérique et qu'on fait plus de l'analogique, mais même avant ça, ça se faisait encore moins. C'est très très bizarre. Il y a vraiment une gestion de la musique dans ce film qui est très surprenante. Grosso modo, c'est bien foutu. Il gère plutôt bien l'imagerie qu'il a envie de gérer, c'est-à-dire l'imagerie démoniaque. La scène de fin est un peu extrême et sort un peu de nulle part. Mais alors vraiment, au niveau des personnages, pensez à deux personnages qui débarquent dans cette scène. Si vous avez vu le film, ils sortent de nulle part. Ils n'ont aucune raison d'être là. Un petit truc quand même. Il y a un personnage qui est censé être à l'hôpital. Je vous dis pas lequel, je vous dis pas ce qui lui arrive. La scène d'avant, on l'a vu sur son lit, complètement comme ça, avec des cernes jusque-là, un tube pour respirer, un machin. Non, il n'y a plus le tube. Mais enfin presque, c'est quand même pas très loin. Il arrive à peine à se lever. Scène suivante, il est là au milieu de la forêt et il a suivi le personnage principal qui lui est en bagnole et bien portant sans aucun souci. Donc, quand t'arrives là, tu te dis ouais, cinéma quoi. Bon, on va suspension of disbelief et voilà, il y a aucun souci, on va dire que ça passe. Mais quand même, et en plus il y a des trucs très gratuits dans cette scène-là. Donc voilà, pas forcément le chef-d'œuvre du siècle, pas forcément le film révolutionnaire que j'attendais un petit peu en ayant vu la bande-annonce. Mais le film tient ses promesses, pas à fond, pas jusqu'au bout, mais il tient ses promesses et il est vraiment assez jouissif à regarder et assez agréable à voir. Il traîne un peu la patte vers la fin parce que, comme je l'ai dit, il y a pas qu'une seule résolution, il y a 3 résolutions. Il y a résolution de l'intrigue principale, résolution de la question de machin, et puis résolution de l'avenir des personnages, et qui sont chacun faits dans une scène différente. Donc il y a vraiment 3 scènes de fin et ça se rallonge un petit peu. On n'en est pas au niveau du Seigneur des Anneaux, du Retour du Roi, mais quand même. Et vraiment, on n'en est pas du tout à ce niveau-là. C'est pas du tout insupportable. C'est juste que, voilà, on pense qu'il y a une scène qui explique tout. On s'attend du coup à voir le film finir, et en fait non, ça enchaîne sur une autre scène, pas très longue, pas très emmerdante, machin, bien gérée, je dis plutôt équilibrée, mais voilà, qui est pas, qui fait un peu multicouche quoi. On a l'impression que ils ont pas repeint avec de la Deluxe Valentine, il faut une triple couche ou une quadruple, et il y a 4 fins et 4 scènes de fin quoi. Donc c'est un petit peu poussif sur la fin, vraiment sur la fin. Pour le reste, et au début, pour le reste, vraiment, c'est vraiment très bien géré et c'est plutôt intéressant, aussi bien au niveau de l'enquête que du traitement du côté démoniaque, que du traitement du personnage. Les acteurs sont tous plutôt bons. Donc voilà, il y a vraiment pas de quoi gueuler, c'est un bon film, il y a vraiment moyen de bien se marrer. Si vous avez envie de ça, si vous avez eu d'un bon moment devant un film, allez-y, je pense que vous allez kiffer Horn. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!